On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia, ravi de vous retrouver en cette rentrée. Face à vous, Antoine Mariotti, chroniqueur international France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Avec au sommaire aujourd'hui, ils ont un peu plus de 3 mois pour évacuer 6 bases au Mali. Les casques bleus entament la deuxième phase de leur retrait. Un départ de la MINUSMA exigé par la junte putschiste au pouvoir à Bamako. Va-t-il être suspendu? Luis Rubiales sous le coup d'une enquête du tribunal administratif espagnol des sports après le baiser forcé à l'une des footballeuses championnes du monde. Il est désormais lâché aussi par sa fédé qui réclame sa démission. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est une mission à haut risque, faire évacuer d'ici la fin de l'année quelques 13 000 casques bleus du Mali, poussés dehors par la junte malienne, pris pour cible jusque dans leur retrait par les groupes djihadistes. La deuxième phase qui vient de débuter s'annonce particulièrement périlleuse, comme nous le montre Christophe Dansette. 21 août dernier, les soldats de l'armée malienne plantent symboliquement le drapeau du pays. Les troupes de l'ONU viennent de quitter la base de Ber, près de Tombouctou. Le dernier convoi a mis plus de 50 heures pour parcourir 57 km en raison d'une météo hostile et des attaques répétées de djihadistes, signe de la complexité de l'opération de retrait. Cette semaine, les forces de l'ONU ont quitté la quatrième et dernière base de la phase 1 de l'opération, celle de Ménaka, à l'est du pays. La première phase est terminée. Il est évident que la deuxième phase sera beaucoup plus difficile, car elle s'appliquera à un nombre beaucoup plus important de lieux et à un nombre beaucoup plus important de personnel et d'équipements. Une deuxième phase qui concernera 6 bases, Tessalit à Guelok et Kidal au nord-est, Ansongo à l'est, Mopti et Douenza au centre. Une opération prévue jusqu'à la mi-décembre. Il ne restera ensuite que 15 jours pour quitter les 3 plus grosses villes, Tombouctou, Gao et la capitale Bamako. Au total, l'ONU prévoit d'évacuer près de 13 000 soldats. Le retrait, après 10 ans d'opération, avait été exigé fin juin par la junte malienne au pouvoir. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète néanmoins de la situation sécuritaire du pays après le départ des casques bleus. Comme beaucoup d'entre nous le redoutaient, la décision de fermer la MINUSMA a déjà engendré de nouvelles violences. Nous sommes alarmés par la reprise des hostilités au nord du Mali. Selon l'ONU, les djihadistes, principalement des filiales d'Al-Qaïda et de l'organisation de l'État islamique, mènent de plus en plus d'attaques, comme ici à Sévaré en avril dernier. Ils contrôlent 2 fois plus de territoire aujourd'hui qu'avant le putsch de 2020, malgré l'appui des hommes de Wagner aux forces armées maliennes. Alors vous venez de l'entendre, des territoires contrôlés par les groupes affiliés à Daesh ont doublé en moins d'1 an en superficie. La junte s'en sert d'argument finalement pour accuser la MINUSMA, au mieux d'inefficacité, au pire d'avoir aggravé le problème. La faute à qui, d'après vous, Patricia Lémonière? Alors, je pense que la situation au Mali est inextricable dans la mesure où on l'a pris que sur un plan militaire. C'était des occupations de terrain, des créations de bases. Moi, j'étais allée tout au nord. Et déjà, 2 ans après pratiquement le début de l'opération, les populations disaient « Mais cette MINUSMA, elle sert à rien. Parce qu'on va sur les routes, sur les pistes et on saute. Pourquoi ils ne viennent pas simplement enlever les mines ?» Donc, si vous voulez, vous aviez des présences, des bases présentes qui rassuraient à l'endroit même du village où elles étaient. Mais toutes les liaisons, tout ça... L'occupation, en quelque sorte, si vous me permettez le terme d'occupation qui peut prêter à confusion, l'occupation a été très militaire et sous forme de base et n'a pas rempli des services. L'emprise au sol, oui. Et n'a pas c'était des emprises au sol, mais c'est tout, il ne remplissait pas des services pour la population. Et c'est effectivement ces services qu'elle attendait de sécurisation et de bien-être au quotidien. Ça ne s'est pas fait. Résultat, on arrive au résultat d'aujourd'hui. Effectivement, le retrait, on sait pourquoi, parce qu'on a accusé aussi la France de ne pas remplir ce rôle et de ne pas avoir gagné la guerre, entre guillemets, contre les forces djihadistes. Maintenant, c'est au tour de la MINUSMA qui, en plus, dénonçait des exactions commises, etc., par les forces maliennes et aussi les milices Wagner. Enfin bref, le fait est que ces forces se retirent, mais que maintenant, ces terrains-là, eh bien... les populations vont se trouver complètement prises finalement en étau entre
les rebelles locaux, qui étaient les rebelles de l'Azawad, dont on parlera sûrement, et les forces djihadistes, qui certaines passent des alliances aussi avec les rebelles locaux, parce qu'ils sont des mêmes appartenances ethniques, j'ai envie de dire. D'autant, Antoine, que les groupes armés, rebelles et djihadistes, s'opposent à ce que ces camps de la MINUSMA soient transférés à l'armée malienne. Le signe, finalement, que le pouvoir malien se trompe ou abuse l'opinion publique en prétendant pacifier le pays par le départ de la MINUSMA. La MINUSMA, ça n'a jamais été une solution magique, Patricia vient de le dire. Mais enfin, son départ ne peut en rien aider à pacifier. Ça ne peut pas être un argument pour pacifier. Il y a une dizaine de ces bases dans l'ensemble du territoire. C'était censé quand même aider à stabiliser un pays menacé, on le sait, depuis plus d'une dizaine d'années. Encore une fois, ça dure des années et on s'aperçoit que plus on reste, moins ça fonctionne. Et plus on reste, plus les populations aussi ont des ressentiments, que ce soit vers la MINUSMA, vers les Français ou autres. Et on a vu en effet, quand on disait à qui la faute tout à l'heure, Raphaël, que sur des zones qui étaient contrôlées avant par les soldats français, ou en tout cas où ils intervenaient, ils pouvaient pacifier, assurer une certaine sécurité. Depuis, il y a eu des exactions menées par ces groupes djihadistes. Et puis finalement, on a une chance, et même Bamako, la junte malienne, a une chance dans cette histoire-là, c'est que les djihadistes, ils se battent entre eux aussi. Et que ceux qui sont proches de l'État islamique et ceux qui sont proches d'Al-Qaïda se battent entre eux, alors que malgré ça, ils arrivent à gagner énormément de territoire. On l'a dit, ceux liés à l'État islamique ont doublé depuis un an, mais malgré ça, leur superficie plus ou moins contrôlée, parce que c'est vraiment plus ou moins, est encore bien moins importante que celle contrôlée par Al-Qaïda. Mais il faut dire aussi qu'en plus, les groupes djihadistes ont rempli des fonctions que ne remplissaient plus du tout ni l'État et encore moins les forces de la MINUSMA onusienne et les forces françaises. Ils ont rempli des fonctions de juges. Ils ont rempli des fonctions de maître d'école, alors que pour les garçons, d'accord, soyons tranquilles, les filles à la maison. Mais ça rappelle d'autres pays quand même. Ça rappelle d'autres pays, avec les talibans. D'État failli, oui. Il réglait des conflits fonciers que ne réglait déjà plus depuis longtemps. Donc, dans un premier temps, les populations, finalement, ont trouvé un bien-être. Et en plus, ils donnaient de l'argent, ils donnaient des revenus que ne donnait pas la MINUSMA. La MINUSMA, elle avait l'avantage, c'est qu'elle donnait des emplois. Elle était créatrice d'emplois, puisqu'on avait des traducteurs, des chauffeurs, etc. Plusieurs centaines. Oui. Voilà, et ça comptait. Et là, effectivement, c'est le seul... les autorités régionales vont sentir le départ de la MINUSMA, parce que tous ces petits boulots, finalement, permettaient un certain revenu de circuler malgré tout dans la région, et ce revenu va se tarir. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, les troupes d'Al-Qaïda sont parfois vues, alors que ça devrait être celle de l'armée, comme protectrices de la population face à l'État islamique. Oui. Alors que c'est censé être l'armée finalement malienne qui est censée jouer ce rôle-là. Donc on voit bien que de toute façon, la junte malienne, c'est un échec terrible, et que à la fois le retrait des forces français forcés, le retrait de la MINUSMA, mais aussi l'instabilité politique totale de ce pays, tout ça, ça joue évidemment dans la situation actuelle. Néanmoins, c'est aux forces maliennes de faire le job. Il faut arrêter de dire que c'est aux Français, etc. Les Maliens doivent faire le job. La junte malienne qui vient. Alors la junte malienne, est-ce par souci de responsabilité, elle vient d'appeler les groupes armés du Nord, signataires de l'accord d'Alger de 2015, à renouer le dialogue. Le signe que le pouvoir militaire, aussi illégitime peut-être soit-il aujourd'hui, Patricia Lémonière, a enfin pris la mesure de la crise, de la nécessité d'une issue politique? Je crois que l'Algérie s'active beaucoup aussi en ce moment dans la zone, parce qu'elle n'a pas du tout intérêt à avoir une zone d'instabilité majeure et une guerre qui se passe à sa frontière en quelque sorte. Parce que qu'est-ce qui peut se passer? Effectivement, les ex-rebelles de l'Azawad quittent tous les accords et rentrent de nouveau en lutte armée. Et avec eux, des milices qui étaient plus ou moins acquises, qui étaient en espèce d'accord. On l'a vu mi-août, même pour le transfert d'un camp onusien, des combats très violents entre eux. C'est effectivement ces groupes, cette coordination des mouvements de l'Azawad et les forces armées maliennes. Oui, mais parce que l'Azawad ne veut pas voir l'armée malienne arriver dans ces zones. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu des attaques aériennes menées par l'aviation malienne. Ça n'a pas arrangé les choses. Donc, je crois que sous une pression des pays régionaux, la junte, effectivement, prend peut-être la mesure
de ce qui risque de se passer. Et ils continuent de bombarder au moment même où ils appellent justement c'est bien le problème. à appeler le dialogue. Donc il y a quelque chose d'un peu... Il y a une duplicité, Antoine, parce qu'effectivement, cette coordination des mouvements de l'Azawad, elle accuse l'État, alors même qu'il tend la main à ce mouvement pour une reprise du dialogue et la mise en œuvre, peut-être à terme des accords d'Alger, de bombardement, de les bombarder. Oui. Déjà, quand on veut négocier, on veut toujours négocier en position de force. Donc, vous voyez, c'est comme quand il y a un cessez-le-feu entre deux belligérants, c'est toujours à celui qui va taper à la dernière minute, y compris une demi-heure après la ligne de cessez-le-feu. Peut-être que la junte a finalement compris aussi qu'avec cette expansion massive des djihadistes, notamment sur cette dernière année, il était peut-être plus sage de renouer un peu le dialogue ou tenter au moins d'apaiser ou de contrôler les choses, alors qu'on voit bien que cet accord d'Alger, qui date quand même d'il y a 8 ans maintenant, il se délite, il est mal en point, plus que mal en point même, on est très diplomatique, et donc c'est nécessaire pour eux. Oui, il prévoyait quand même l'intégration notamment de ces combattants à l'armée régulière. Semble-t-il, il n'en est toujours pas question à l'heure actuelle. Toutes les tentatives pour réinstaller l'armée régulière dans le nord du Mali ont échoué. Et je crois qu'il y a une défiance et une haine profonde. Il suffit aujourd'hui, alors on me dit qu'il faut être très prudent avec les réseaux sociaux, mais pour voir les invectives entre les deux camps actuellement, c'est je vais te tuer, quoi. De part et d'autre, on s'envoie des messages très très violents via les réseaux sociaux. Donc la situation est alarmante. Effectivement, l'ONU a raison de s'alarmer parce que si des affrontements majeurs éclatent à nouveau, eh bien, c'est une fois de plus la population civile qui est dans un état, déjà pas exsangue, exsangue, qui en fera une fois de plus les frais. Et qui est déjà bloqué entre une junte militaire arrivée au pouvoir illégalement, des groupes rebelles et des djihadistes qui eux-mêmes se battent entre eux et ils sont au milieu de tout ça. Donc la population au Mali, mais aussi à cheval au Niger, dans le nord du Burkina Faso, etc. est quand même la grande oubliée de cette histoire et la première victime. Oui, avec quand même des conflits aussi communautaires et territoriaux, puisqu'on l'a vu notamment avec le cas des chasseurs d'oiseaux et notamment des éleveurs peuls, la difficulté aujourd'hui de faire coexister parfois des populations et un terreau sur lequel se nourrissent les groupes djihadistes. Mais oui, mais ces conflits sociaux sont dus à un problème économique, j'ai envie de dire, avec le réchauffement climatique est à l'origine, si vous voulez, aussi accélère ces conflits ethniques. Et ils sont anciens. Nous, quand nous sommes arrivés en 2013, pratiquement avant Serval, parce qu'on était un peu au courant, donc on était sur place, il y avait déjà, au bout de 15 jours après, il y avait déjà des règlements de compte des gens qu'on nous montrait jetés dans des puits pour des raisons, effectivement, où on réglait des différends ethniques. Donc toute période, si vous voulez, confuse, en plus avec le réchauffement climatique, en plus avec l'assèchement des terres, en plus avec tout ça, eh bien c'est un brasier potentiel. Et dans le même temps, l'ONU s'inquiète de la situation. Vous évoquiez la situation catastrophique au Mali au plan humanitaire, mais la situation aussi au Niger. Le Haut Commissariat aux réfugiés dit craindre une crise humanitaire. Écoutez son représentant sur place. Nous sommes très préoccupés par la situation. Il ne s'agit pas d'une crise humanitaire en soi, mais cela pourrait avoir des conséquences humanitaires, et cela commence déjà. Jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, cette crise continuera à créer des incertitudes. Nous sommes également préoccupés par les sanctions imposées par la CEDEAO, sans aucune exception pour l'aide humanitaire. Qui porte la responsabilité de cette situation humanitaire, Antoine? La CEDEAO et ses sanctions. 4 heures. Oui. Est-ce la CEDEAO et ses sanctions, comme semble le dire le HCR, ou la junte nigérienne qui a confisqué le pouvoir au président élu? Le problème, c'est qu'il y a toujours cette lutte finalement un peu schizophrénique entre les valeurs d'un côté et la réelle politique de l'autre. Sauf qu'il faut trouver une ligne qui est un petit peu au milieu. Parce que si vous êtes que sur les valeurs, vous êtes malheureusement à côté de la réalité de ce qui se passe, et si vous êtes que sur la réelle politique, et dans ce cas-là, il n'y a plus aucune valeur et c'est la fin de tout. Évidemment, il faut quand même rappeler encore une fois que ce pouvoir arrivé le 26 juillet à Niamey est arrivé illégalement, par la force, n'a aucune légitimité démocratique, populaire, on n'en sait rien, on entend quelques sonores arriver les soutenant, mais enfin, quand il y a un putsch, en général, les opposants ont plutôt tendance à la jouer discrète, donc on ne sait pas concrètement d'un côté populaire. Donc évidemment, la junte est la première responsable. Maintenant, derrière, il faut bien qu'il y ait une réaction. Si la CEDEAO ne disait rien quand il y avait une atteinte à une démocratie comme ça, un renversement complet de la démocratie, plus qu'une atteinte,
Elle serait la première à être attaquée aussi. Au même titre puis que la France. pouvoirs eux-mêmes risqueraient aussi aux d'être Français, attaqués vous avez à leur 1500 tour. soldats dedans, pourquoi vous ne dites rien? Et vous ne faites rien, maintenant qu'ils le font. Alors, est-ce que la France est trop jusqu'au boutiste dans cette ligne-là? Il y a peut-être aussi une ligne qui est compliquée à trouver. Et peut-être que finalement, le seul moment où ce sera peut-être plus simple pour les Français, ce sera si le président Bazoum démissionne à un moment donné, parce que là, il n'y aura plus d'autorité légitime. Mais le fera-t-il? Il faut alléger les sanctions au nom du caractère de la crise humanitaire que vivent aujourd'hui les Nigériens, Patricia. La crise, alors c'est un peu compliqué parce que déjà avant le putsch, il faut savoir qu'il y avait 8 à 900 000 déplacés, des centaines d'écoles fermées. Enfin, il y avait déjà une situation qui était très difficile avec des camps de réfugiés, souvent attaqués, enfin de déplacés plutôt, souvent attaqués dès que les gens s'éloignaient, etc. À 200 km au nord de Niamey, il y a des gens qui ne s'y rendaient plus. Voilà, enfin bon, bref. Donc la situation était déjà quand même difficile. Il faut dire que là, les sanctions sont quand même assez détournées. C'est-à-dire, il y a des choses qui arrivent d'Algérie, il y a des choses qui arrivent de Libye, il y a des choses qui arrivent par la frontière sud. Quand on se renseigne un peu, on se rend compte, par exemple, le Burkina a laissé passer envoie des grains, enfin des céréales, etc. Donc, il y a effectivement des aliments qui arrivent et les sanctions comme toujours, sont détournés et les frontières sont des passoires et encore plus dans ces régions à forte instabilité. Oui. Donc c'est pas ça. Le problème, c'est que l'argent va arriver à manquer. Et que les fonctionnaires ne seront à un moment plus payés puisque les banques sont fermées, etc. Donc c'est à partir de ce moment-là où les gens des villes vont manquer d'argent. Là, il va y avoir un problème. Et effectivement, là, il peut y avoir des émeutes de la faim. Et c'est ça, effectivement, que les ONG, c'est ça dont les ONG ont peur. C'est aussi le calcul. C'est pas à Niamey que Bazoum était le plus populaire. Et c'est donc là aussi où il y a un certain soutien. Il y a un problème ethnique. C'est aussi peut-être le calcul que font les pays de la CEDEAO, celui d'une révolte des classes laborieuses et moyennes, non? C'est aussi l'éternelle question des sanctions économiques. Se révolteront contre la CEDEAO, pas contre les putschistes. Et puis c'est l'éternelle question des sanctions économiques. Rappelez-vous de l'Iran, par exemple, qu'on voulait forcer à négocier sur le nucléaire iranien avec des sanctions massives, européennes, onusiennes, américaines, en essayant de les pousser dos au mur, en disant bon, bah, là, finalement, la population va se soulever contre nous, donc on va négocier ou faire semblant de négocier au début avec la communauté internationale. Donc il y a toujours cette question-là, mais forcément, la population est la première à trinquer aussi. Et c'est un billard à trois bandes, mais qu'il faut savoir savamment doser. Comme elle l'avait fait en tout cas au Mali, puisqu'on l'évoquait à l'instant en 2015, l'Algérie propose une initiative pour sortir de cette crise au Niger, avec une période de transition de 6 mois dirigée par un civil. Cette initiative est-elle bienvenue, Patricia, lorsqu'on sait que le chef de la junte nigérienne, le général Tiani, lui envisage de rester au pouvoir au moins 3 ans? Oui, lui a proposé effectivement de rester au moins 3 ans. On ne sait pas ce qui se passe, si vous voulez, au sein de la junte. Il y a toutes les rumeurs qui circulent. Les Français, dit-on, avec les Américains, estiment que la junte n'est pas aussi unie que ça et que le général Tiani n'a pas autant de support, en particulier avec un de ses chefs d'État, un de ses adjoints, etc. Bon. On ne sait pas, on suppute. Il y a eu des rumeurs de coup d'État il y a quelques heures, même encore. Bon, voilà, tout de suite après dénoncé. Donc, effectivement, la situation à l'intérieur de la junte et de ce qui s'y passe est très complexe. Tout ce que je dis, c'est que l'Algérie, elle veut surtout pas d'intervention de la CEDEAO, et elle continue à se préparer, la CEDEAO. Pas d'intervention de la CEDEAO, parce que ça sera la catastrophe sur un plan régional, et la paix à sa frontière. Donc, s'il y a bien un pays qui s'active aujourd'hui et qui fait tout, c'est l'Algérie. Ajoutez à cela tous les émissaires religieux très importants envoyés par le Nigeria, qui essaye aussi d'adoucir un peu le côté très... Parce que le général Tiani est un homme qui est réputé, en tout cas, pour être un convaincu, un ours et un déterminé. Donc, un ours déterminé à ne pas céder, et il faut quand même beaucoup de subtilité. Et de conviction. N'oublions pas simplement que s'il y a une intervention de la CEDEAO et qu'elle ne réussit pas très vite, parce que depuis, ils ont quand même eu le temps de s'organiser. Quand même. Cette junte militaire, exactement, avec la contre-offensive ukrainienne qu'on annonçait depuis des semaines, c'est aussi tout bénéfice pour les djihadistes de l'autre côté qui peuvent encore gagner, parce que voilà.
Voilà pour la situation au Sahel. Combien de temps peut-il tenir en Espagne? Luis Rubiales fait face désormais à un véritable tir de barrage. Sa propre fédération demande désormais son départ après qu'il ait embrassé de force l'une des footballeuses championnes du monde. Le tribunal administratif des sports enquête sur la plainte qu'a déposée le gouvernement. Écoutez le ministre des Sports espagnol. Nous attendons de savoir si la Cour ouvrira une procédure contre Luis Rubiales pour un délit très grave. Une fois que le tribunal aura commencé l'instruction, nous pourrons nous réunir dans les 48 heures avec le directeur général du Conseil des sports et nous proposerons la suspension du président, de l'ex-président de la Fédération espagnole de football, jusqu'à que la décision finale du tribunal soit prise. C'est fini. Il n'y aura plus de discrimination envers les femmes, plus d'obstacles pour les femmes dans le sport. C'est terminé. C'est terminé. Et malheureusement, l'élément déclencheur a été cet incident qui n'aurait pas dû avoir lieu. Oui, enfin, sauf que voilà, l'incident n'est pas encore clos. Céline Schmidt, vous êtes avec nous à Madrid pour France 24. Quelles sont les prochaines étapes ? Oui, bah effectivement, vous l'avez dit, Raphaël, l'incident est très très loin d'être clos. Donc effectivement, le tribunal administratif, il s'est réuni hier. On s'attendait déjà à une première réponse, mais effectivement, il a demandé donc des documents complémentaires, notamment un certain nombre de communiqués, notamment le communiqué de la joueuse elle-même, Jenny Hermoso. Ce qu'on comprend dans le discours du ministre, eh bien, c'est que si le tribunal administratif décide véritablement d'ouvrir le dossier, eh bien, dans ce cas, le Conseil des sports, qui représente le gouvernement, sur ce sujet, eh bien, aura 48 heures pour se réunir et donc finalement avant demander la suspension donc provisoire de Luis Rubiales avant effectivement que eh bien, le tribunal administratif rende sa décision. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Luis Rubiales il risque une amende jusqu'à 15 ans d'inéligibilité et puis on peut dire que effectivement ce cas, ces procédures l'impactent directement dans son quotidien. Vous l'avez dit également, les présidents régionaux de la fédération se sont réunis hier. Ils ont enclenché le protocole qui a été mis en place suite à la décision de la FIFA. Aujourd'hui, Luis Rubiales n'a plus de salaire, il n'a plus de voiture de fonction. On lui réclame également son ordinateur et son téléphone portable. Et puis, il y a d'autres procédures, comme vous le savez, qui sont actuellement en cours, des procédures judiciaires, puisque le parquet de Madrid a ouvert une enquête préliminaire pour agression sexuelle. Le parquet de Madrid qui s'est adressé directement à Jenny Hermoso, qui l'a invité eh bien, à s'adresser à lui, à entendre ses droits et le cas échéant à déposer une plainte. Et là, dans ce cas précis, Luis Rubiales, il encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller de 1 à 4 ans. C'est aussi un enjeu politique en Espagne. Oui, effectivement, dès le début, l'affaire elle a été éminemment politique. Déjà, on a vu Yolanda Díaz, donc la numéro 2 de l'exécutif, la ministre du Travail, qui s'est tout de suite exprimée, qui a apporté son soutien à la joueuse et qui a demandé immédiatement la démission de Luis Rubiales. Et Luis Rubiales qui n'était pas du tout content de cette réaction et qui, vous vous en souvenez, dans sa conférence de presse vendredi dernier, avait directement pointé du doigt la ministre en parlant, en dénonçant un faux féminisme qui ne cherche pas la vérité. Ce sont ces mots. Alors la presse espagnole, elle a vite réagi et finalement a expliqué que bien les mots de Luis Rubiales ressemblaient bien davantage à un discours d'un homme politique d'extrême droite, le parti d'extrême droite Vox, ici en Espagne, plutôt que ceux eh bien, d'un représentant de la fédération de football espagnole. En tout cas, plus largement, on sent qu'il y a vraiment un enjeu d'image pour l'Espagne, le gouvernement de gauche qui a fait passer un certain nombre de lois, qui a toujours voulu être à l'avant-garde sur les questions féministes. Elle se rend bien compte, l'Espagne, eh bien, qu'effectivement, ce genre de polémique dans des événements qui ont une telle ampleur mondiale eh bien, peuvent entacher durablement l'image du pays. Merci Céline Schmitt avec nous en direct de Madrid. Patricia Lemonia, une réaction en personnel. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Le geste de Luis Rubiales ou son acharnement à se maintenir? Cette forme presque anachronique. Il ne sent pas, il ne comprend pas l'époque dans laquelle il se trouve. Les deux, j'ai envie de dire. Si vous me permettez de ne pas choisir, les deux sont terriblement choquants. Tant le geste, parce qu'on a l'impression qu'il s'accapare effectivement cet objet qu'est la joueuse. Il lui vole en fait sa victoire. Voilà. Et deuxièmement, cet entêtement effectivement à ne pas reconnaître son comportement. Et il faut dire que moi, ce qui me fascine en Espagne, j'en finirai là pour... c'est ce pays qui est très en pointe
sur cette question féministe, sur cette question de défense aux femmes, très en pointe, par exemple, même pour les femmes qui ont depuis très longtemps les fameux portables, alertes, etc., que nous distribuons au compte-gouttes en France. Et donc, l'Espagne est en avance, très en avance pour un pays latin, en quelque sorte, très en avance sur la France, sur cette question de féminisme. Oui. Et va sans doute le rester après cet épisode, parce qu'on imagine bien, Antoine Mariotti, qu'il y aura un avant et un après Luis Rubiales. Sans doute, mais ça montre aussi que le mouvement MeToo n'est pas mort. On parle d'un MeToo du football espagnol. Je pense que ça va bien au-delà, parce que Reinier Mosso, elle est devenue finalement, à son corps défendant, vraiment un symbole de cette lutte. Et comme le rappelait Patricia, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a eu une loi pionnière en 2004. Parce qu'aussi le taux de violence conjugale en Espagne était particulièrement élevé. Bien sûr, et ça ne veut pas dire que tout a disparu, il y a toujours de la misogynie, il y a toujours des problèmes, mais évidemment, ils ont pris une petite longueur d'avance, en tout cas légalement. Maintenant, ça me rappelle aussi qu'il y a des gens qui vivent encore dans un ancien monde, qui ne comprennent pas qu'on est passé en 2003, qu'on ne peut plus faire ce genre de choses-là aujourd'hui, que ce n'est pas acceptable, que le corps des femmes, même un bout de lèvre, n'est pas acceptable et n'est pas la propriété des hommes. Et c'est une bonne chose que ça puisse... Et on devrait entendre un peu plus d'hommes, d'ailleurs, monter au créneau, plutôt que des femmes, d'ailleurs. Mais d'avoir malheureusement, de se servir en tout cas de ça pour pouvoir le rappeler et insister là-dessus, ne serait-ce que pour toutes les femmes à qui ça arrive au quotidien, parce que nous, hommes, on ne se rend pas compte, je crois, du nombre de fois où ça arrive chaque jour pour des femmes dans la rue, que ce soit d'être suivies d'une main aux fesses ou d'un baiser volé, et il n'y a pas de raison que ce soit accepté. Est-ce que d'après vous, l'exploit de ces femmes, parce que c'est quand même de cela que tout part au départ, l'exploit de ces femmes finalement... survivra cette polémique, parce qu'on a malheureusement tendance à l'oublier. Oui, je dis, il y a eu un vol, outre le fait qu'il y a eu un geste qui s'apparente au viol, mais il y a eu un vol de la victoire, un vol de leur succès. Et je trouve que c'est aussi c'est une appropriation masculine. C'est terrible, oui, une appropriation masculine, un vol, carrément. Et donc, on est dans un... J'espère, en tout cas, dans un monde qui ne se reproduira plus, enfin, dans une phase qui ne se reproduira plus, et que ça sera un tournant. Ou qu'en tout cas ça choquera de plus en plus et que ça permettra de diminuer. Mais il faut quand même rappeler une chose, si c'était l'équipe d'Espagne masculine qui avait été championne du monde, il n'aurait pas embrassé Andrés Iniesta sur la bouche comme ça. Et si ça avait été une femme qui avait été présidente et que les hommes avaient gagné, on ne voit pas la présidente embrasser de force Iniesta ou un autre joueur. Donc il y a quand même quelque chose qui est extrêmement fort et qui est du symbole. Et c'est pour ça, je pense, aussi qu'il y a cette levée de bouclier politique, associative, populaire, pour que ça ne passe pas. Et ça, c'est vraiment évidemment extrêmement important, sachant que c'est quand même un homme qui n'est pas d'une grâce divine. Au moment où ils ont gagné, on l'a vu quand même debout à côté de la reine, en train de s'attraper élégamment les parties en cris de joie. Bon, je ne sais pas si vous faites ça régulièrement au stade, je sais pas, quelque chose qu'on voit quand même régulièrement, et de la part de quelqu'un qui est censé donner l'exemple et de représenter la fédération royale d'Espagne, c'est quand même extrêmement gênant. Et j'en finirai pour dire qu'il a quand même eu des accusations aussi d'abus bien sociaux, de conflits d'intérêts. Bon, on peut peut-être trouver mieux pour gérer le football espagnol, qui a réussi, et il faut le rappeler, une performance formidable en étant championne du monde, et ces 23 femmes sont de grandes championnes. Merci. C'est la fin. Voilà, merci Patricia Léonia, merci. Antoine Mariotti, On va plus loin, on se retrouve dans 2 minutes pour un nouveau journal, et Stéphane Diaganan par les sports, cette fois-ci un sportif qui s'est véritablement illustré aux 400 mètres, sera avec nous pour nous parler des piètres performances de l'athlétisme français.